Le Walkman est l'objet qui résume tout totalement les années 80. L'évolution va faire que c'est un vêtement qui va se démocratiser, mais il a eu cette trajectoire, il n'est jamais sorti du paysage des musiques populaires. On voit défiler tout un tas de personnalités qui portent tout un tas de lunettes noires différentes. Là, pour moi, il y a un acte de contestation et il y a un message politique qu'il délivre lui en tant qu'artiste. Le vinyle, c'est le support d'enregistrement de la musique d'après-guerre. Alors, on est dans une période où émergent différents styles musicaux, celui du disco dans les clubs, celui qui va devenir le hip-hop et le rap, plus spécifiquement dans les quartiers, les blocs des grandes villes états-uniennes. Apple, avec l'iPod, va prendre comme argument publicitaire qu'avec l'iPod et l'iTunes, on ne vole pas la musique. Moi, j'ai commencé à travailler sur les inrecuptibles. Arrivé à mon dernier chapitre, j'ai essayé de travailler sur la postérité de l'histoire de ce magazine de presse musicale. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait une communauté inrecuptible, nourrie par ce que j'ai appelé une inrockstalgie, qui était très attachée aux objets, à l'objet du magazine et à ce qu'il comportait comme objet compagnon lorsqu'il était mis en vente. Alors ici, j'ai amené quelques exemplaires du magazine. C'est très spécifiquement ce type de numéro que collectionnent les fans des inrecuptibles, et donc c'est bien un objet, vous voyez, constitué d'une couverture avec ce collage d'autocollés carrés qui est très typique, qui s'installe dans une bibliothèque comme si on les range comme dans une collection. Et en fait, le lectorat des inrecuptibles, en tout cas de la première période jusqu'en décembre 1994, collectionne ceci et aussi est à la recherche d'objets compagnons qui étaient distribués avec le magazine. Celui-ci va avec ce numéro, par exemple, c'est une mini-encyclopédie sur le Velvet Underground ou de petits CD. Alors il y en a qui ont été mis en vente ou distribués avec le magazine aux abonnés sous forme de cassettes de 33 tours vinyle et puis après essentiellement de CD. Donc effectivement, je me suis dit que quand même l'entrée par les objets, ça avait quelque chose d'assez intéressant, moi-même étant collectionneuse, comme vous voyez, de ce type d'artefacts. Et puis après, évidemment, est entrée en ligne de compte cette petite vague qui n'est pas négligeable, historiographique et éditoriale, qui a conduit un certain nombre d'historiennes et d'historiens à publier des ouvrages où on entre par les objets. Je pense au Magasin du Monde, par exemple, qui aborde la question de la mondialisation à travers un certain nombre d'objets, ou le travail de ma collègue et amie Mathilde Larère sur les objets des luttes féministes, qui a été publié aussi au Détour. Et puis, bon, je l'évoquerai aussi parce que c'est quelque chose qui m'a aiguillonné sur l'envie d'écrire ce livre. Je fréquente beaucoup les musées, et d'ailleurs je travaille dans un musée aussi, et maintenant qu'un certain nombre d'institutions culturelles, de lieux culturels proposent des expositions sur l'histoire des musiques populaires, on se rend bien compte de la variété et de l'importance des objets pour entrer dans un univers musical. Alors moi j'ai un souvenir absolument émerveillé de l'exposition qui avait lieu à Londres, si je me souviens bien, c'était en 2013, consacrée à David Bowie, où on pouvait comprendre en fait à quel point c'était un artiste qui s'était nourri
de tout un tas d'influences différentes, et on pouvait comprendre ça à travers ses carnets de notes, à travers ses costumes qui évoquaient parfois le théâtre japonais, etc., etc. En ce moment, par exemple, il y a l'exposition disco qui a lieu à la Philharmonie, où évidemment on s'attend à trouver des boules à facettes, mais on va également trouver, par exemple, le disco étant une musique de club, des petites boîtes d'allumettes, de clubs new-yorkais, voilà. Donc ça permet aussi de rentrer dans plein de dimensions différentes qui sont des axes de l'histoire culturelle. Les magazines, bien sûr, ça va être une histoire des médias. Les disques, ça va être une histoire des supports d'enregistrement et des pratiques culturelles. Voilà, donc ça me semblait être une option intéressante de le proposer. La musique populaire, au départ, c'est plutôt ce qu'on appelle les musiques folkloriques, traditionnelles. Donc, le rock, en fait, va marquer une rupture par l'arrivée de ce phénomène électrifié lié à l'utilisation d'un instrument comme la guitare. Et effectivement, la guitare accompagne cette musique qu'on appelle le rock and roll dans les années 50 aux États-Unis, même si, évidemment, on pratique le jeu de guitare depuis bien avant. C'est vrai que la personnalité de Rosetta Tharpe est assez exceptionnelle. Elle a appris à jouer avec une guitare Gibson, une Les Paul, et si ma mémoire est bonne en tout cas. Et comment dire, évidemment, comme c'est une femme, on a découvert sa trajectoire assez tardivement, avec la désinvisibilisation des personnalités féminines. Que dans tout le champ de la société, et les musiques populaires n'y ont pas échappé, bien sûr. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une personnalité qui fait aussi des va-et-vient entre le sacré, enfin la sphère plutôt religieuse du chant et la sphère séculière. Bref, ces guitares, effectivement, elles ont un rôle extrêmement important, d'abord parce qu'elles vont permettre de développer des sonorités extrêmement différentes, se dotant d'outils qui permettent voilà, de changer le son, d'avoir un micro incorporé, etc., etc. Moi, je suis pas instrumentiste, donc je suis pas très calée sur la pratique de la guitare, mais c'est vrai que effectivement, il y a des artistes auxquels on associe la guitare de façon extrêmement forte. D'ailleurs, dans l'histoire des musiques populaires, on parle de guitar hero, donc on voit bien l'association entre le musicien et son instrument. Alors, parmi ces figures, il y en a une que vous venez de citer, qui est Jimi Hendrix, qui a une pratique intéressante de la guitare parce qu'en dehors du fait que c'est un virtuose, il est gaucher. Et du coup, il a appris à adapter les guitares qu'il utilise. Lui, il pratique plutôt la Fender. En tout cas, c'est avec celle-ci qu'il a mystifié sa pratique instrumentale. Donc il monte les cordes à l'envers, enfin il a tout un tas de techniques et après effectivement il est capable d'en jouer dans différentes positions, des fois il a une pratique très atypique qui en fait un virtuose et en même temps une sorte d'ovni complètement incroyable. Il la maltraite aussi beaucoup puisqu'il y met le feu à un certain nombre dans des épisodes restés célèbres de concerts live. Il y a un attachement très fort, je pense, de certains musiciens à leur guitare. Cet après-midi, je regardais, parce que on parle de guitare, on pense évidemment à la guitare classique, mais il y a aussi les guitares basses qui sont des guitares intéressantes. Et McCartney a perdu, il y a quelques années, la toute première guitare qu'il avait achetée du temps où les Beatles traînaient à Hambourg, qui était une guitare de la marque du fabricant Hofner. Et a priori, c'était d'une basse, et a priori, il y a eu un mouvement collectif pour l'aider à le retrouver. Il a fini par remettre la main dessus. Donc, comme quoi, voilà. Puis moi, j'ai un souvenir aussi, je pense que c'est une image très très forte de l'iconographie des musiques populaires et des musiques punk rock. On pense évidemment à la basse de Paul Simonon, le bassiste des Clash, qui le fracasse sur une scène new-yorkaise, instant plutôt qui a été pris en photo par Penny Smith, qui les suivait à ce moment-là en tournée aux États-Unis, une femme elle aussi, photographe, qui a fini en couverture de leur double album London Calling. Voilà, c'est à la fois... je voulais commencer le livre par la guitare parce qu'à mon sens...
le rock, les musiques populaires trimballent tout un tas d'images, charrient tout un tas d'images d'Épinal, de marqueurs comme ça un petit peu iconiques. Et du coup, je me disais que c'était bien de mettre les plaies dans le plat, finalement, et de se débarrasser immédiatement de ces allons de soi qui permettent aussi de circonscrire un peu le sujet et de placer, entre guillemets, les fondamentaux, comme on dit parfois. Et donc la guitare, voilà, c'est une histoire évidemment d'évolution. C'est une histoire aussi très polémique, hein, parce qu'on se souvient que quand Bob Dylan a abandonné la guitare folk pour la guitare électrique, ça a créé des controverses et une partie de ses fans en tout cas se sont retournés contre lui. Ma mémoire est bonne, c'est en 66. Donc voilà, c'est vraiment un marqueur très fort des musiques populaires. C'est l'instrument auquel on pense peut-être en premier avant la batterie, quoi. C'est aussi le jeu du corps avec la guitare. On a parlé d'Hendrix, mais Elvis Presley, par exemple, aussi avec ses mouvements du bassin. Enfin, il y a quelque chose là qui se joue dans l'imagerie traditionnelle, désormais traditionnelle du rock and roll, qu'il était important de poser dès le départ, voilà. Les lunettes noires, c'est pareil, hein. Je les ai associées à la guitare parce que c'est vrai que c'est un des marqueurs esthétiques, l'imagerie du rock and roll. Alors c'est vrai que le générique de Lunettes Noires pour Nuit Blanche, qui est une émission qui avait un traitement très spécifique des musiques populaires, peut-être pas forcément le plus intéressant, est resté quelque chose d'assez célèbre, parce qu'on avait, il y a la chanson d'Iggy Pop qui sert de fond, Night Clubbing, et puis on voit défiler tout un tas de personnalités qui portent tout un tas de lunettes noires différentes. Et les personnalités, ça va du général Jaruzelski en passant par John Lennon, Marilyn Monroe, que sais-je encore, enfin vraiment c'est très très vaste, et ça va de la Ray-Ban aux lunettes Pilot, là, voilà, de différentes sortes. Bref, Thierry Ardisson, c'est un type qui est associé au monde de la nuit, des clubs, etc. Donc c'est vrai que c'est un générique qui est intéressant pour ça, parce qu'il fait le lien entre l'usage de ces lunettes, quelque part le star system, le monde de la nuit, qui est souvent un monde de transgression et de consommation de tout un tas de substances. Et le port des lunettes noires permet de dissimuler l'état dans lequel on est après avoir consommé toutes sortes de drogues. Donc c'est un objet intéressant. Comme vous le disiez, il a un usage différent selon les personnalités. Alors effectivement, un type comme Lou Reed, il va peut-être les mettre sur son nez parce que voilà, il a consommé des substances et il souhaite se protéger des spots. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un album du Velvet Underground qui porte un titre qui évoque ces lumières blanches. Bon, bref, c'est une digression, mais il y a effectivement d'autres artistes qui n'ont pas tant le choix. Et d'ailleurs, vous disiez, vous commenciez par Michel Polnareff. En fait, Michel Polnareff s'est fait fabriquer ses lunettes parce qu'il avait une maladie des yeux qui faisait que sur scène, en fait, avec les spots, il souffrait de la luminosité et ça mettait en péril ses capacités à voir. Donc voilà, mais ce qui est marrant, c'est que quand vous retirez ces lunettes à Michel Polnareff, ou quand vous regardez des photos de Michel Polnareff dans Salut les copains, par exemple, avant qu'il n'ait ses problèmes aux yeux, quand il est sans lunettes, mais finalement on le reconnaît pas, quoi. C'est assez désarçonnant. On se dit mais qui c'est ce type, il dit bien quelque chose, mais sans ses lunettes c'est plus le même. Moi, il y en a un autre que j'aime beaucoup alors bon, avant ça, vous avez mentionné Amadou et Mariam, parce que c'est vrai qu'il y a tout un tas d'artistes aussi qui portent des lunettes noires, parce que en fait, ils cachent une cécité, dont Amadou, du couple Amadou et Mariam, qui vient de décéder il y a quelques jours, quelques semaines. Il y en a d'autres, hein. Stevie Wonder et Charles, bien sûr, que vous avez également mentionné. Mais moi, j'aimerais aussi évoquer un autre exemple que j'évoque dans le livre, c'est Elton John. Elton John, moi, c'est un artiste dont je suis assez lointainement la carrière.
J'ai appris donc qu'il était un collectionneur fabuleux de lunettes. A priori, il a même un endroit chez lui où voilà un dressing spécifique pour ses lunettes. Et Elton John étant quelqu'un d'assez fantasque, il en possède des paires totalement folles, en forme de cœur, avec des plumes, des strass, tout ce que vous voulez. Mais Elton John, dans les années 90, il nous a bien cassé les oreilles avec un tube absolument sirupeux qu'il a composé en l'honneur de la princesse Lady Diana après son décès lors d'un accident de voiture. Et effectivement, j'ai le souvenir de la cérémonie dans la cathédrale de Westminster. Voilà, à la fois un lieu politique et un lieu religieux. Politique parce que pour la royauté britannique, évidemment, c'est un point névralgique, et religieux parce que c'est une cathédrale. Et Elton John, aux obsèques, à la cérémonie des obsèques de Lady Diana, vient interpréter cette chanson, et ce jour, il s'installe au piano de façon tout à fait accoutumée, habituelle pour lui. Et ce jour-là, en fait, quand on regarde les images, on voit qu'il rentre dans la cathédrale les yeux extrêmement gonflés et il n'a pas de lunettes. Et quelque part, c'est là où on voit que cette histoire des musiques populaires, parfois, elle nous permet de rentrer dans des problématiques qui par des petits gestes, qui passent justement par les objets aussi. Là, pour moi, il y a un acte de contestation et il y a un message politique qu'il délivre, lui, en tant qu'artiste, très proche de la défunte, à la royauté. C'est une forme d'interpellation, en fait. Ce jour-là, je ne mettrai pas mes lunettes. Parce que je veux vous dire, vous, à la royauté britannique, qui... quelque part, porter des responsabilités dans le décès de cette personne qui était mon amie et à qui je dédie cette chanson et à qui je rends hommage. Je mets pas mes lunettes parce que je tiens à vous dire que voilà, vous avez fait quelque chose avec lequel je suis pas d'accord, quoi, quelque part. Alors, donc les lunettes, c'est un petit accessoire qui a une grande histoire. Je le cite en bibliographie dans mon livre. Il y a un petit bouquin qui a été publié par un monsieur très érudit sur les lunettes noires, dont je me suis délectée de la lecture et qui m'a vraiment appris beaucoup sur cet objet, avec évidemment tout un tas de passerelles aussi avec le cinéma, parce que les lunettes noires, le blouson noir, le jean, c'est vraiment des marqueurs voilà, importants de l'histoire du rock. À l'Équipée sauvage avec Marlon Brando, hein, c'est cette porosité aussi entre... c'est un peu avec le blouson noir, c'est un peu un signe aussi de révolte, voilà, ça fait partie de cette imagerie un peu rebelle du rock, quoi, du rock des premiers temps, qui a des liens indéniables avec le cinéma, hein. Oui, oui. Le vinyle, c'est le support d'enregistrement de la musique d'après-guerre, voilà. Parce que même si on continue à en fabriquer jusque de mémoire les années 70, les premiers supports d'enregistrement sous forme de disques noirs sont des 78 tours, ils ne sont pas fabriqués avec du plastique. C'est un matériau qui est dérivé d'une laque, d'une cire qui est fabriquée par des petits insectes qu'on trouve en Asie. Bon, le problème du 78 tours, c'est qu'une fois que vous avez mis une chanson sur une face, c'est terminé. Donc, et surtout, une fois que vous avez passé votre 78 tours 3 fois sur votre phonographe, ça craque de partout, le son, voilà. Donc c'est très encombrant, très lourd, c'est très fragile aussi, très cassant. Et le vinyle, avec ce support donc plastique, apporte plein de choses, une meilleure qualité sonore, d'enregistrer de façon plus longue, donc plus légère, etc., etc. Au départ, la première fabrication, c'est vraiment le 45 tours. Parce que le marché des musiques populaires naît avec le 45 tours, et d'ailleurs il y a des artistes au premier temps du rock and roll qui n'ont eu de carrière qu'à travers des 45 tours. Donc voilà, ils n'ont jamais enregistré de ce qu'on appelle le long player de 30 cm avec cette gravure sous forme de sillon qui permet d'écouter de la musique sur 2 faces. Les premiers enregistrements vinyles sont en fait très souvent des compilations de morceaux d'un même artiste qui n'ont pas forcément de lien entre eux en fait. C'est vrai que c'est le même artiste, mais il n'y a pas de narration dedans en fait, hein, donc c'est un peu des assemblages parfois assez hétéroclites, quoi. Voilà, ce qui va changer, c'est un peu à partir du milieu des années 60 avec évidemment ce groupe phare que sont les Beatles, mais il n'y a pas que, hein. C'est l'introduction d'une narration et d'une
homogénéité, ce qu'on va appeler les concept albums, dans l'enregistrement des 33 tours. On va passer de quelque chose qui n'a pas de cohérence à quelque chose qui tente de nous raconter une histoire. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, il y a une homogénéité, il y a une façon d'ordonnancer les morceaux, voilà, de les placer les uns par rapport aux autres, etc., etc. Effectivement, l'intérêt, quand on est historien ou historienne des musiques populaires, de ces objets, c'est qu'ils sont, en fait, on peut s'en emparer par différents aspects. Ça va être le son, ça va être le matériau pour une histoire des techniques, ça va être aussi l'emballage, leur esthétique, parce que l'histoire des musiques populaires, on l'a évoqué avec les lunettes noires par exemple, ou tout des tas de tenues vestimentaires, il y a une histoire, il y a une culture visuelle, une histoire esthétique aussi à tirer de là. Donc évidemment, aujourd'hui, avec le recul et la production de masse de disques vinyles, on se rend bien compte que les pochettes forment une espèce de kaléidoscope absolument incroyable, où vous allez avoir des photographes de renom qui ont composé des pochettes de disques incroyables. On pense à Patti Smith et Mapplethorpe, par exemple. Il y a au contraire des pochettes de disques où on va convoquer des artistes de street art. Par exemple, Banksy a fait une pochette de disque pour Blur, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui viennent réinterpréter des peintures qui sont exposées au Louvre, comme le radeau de la Méduse, par exemple. Donc voilà, il y a une culture visuelle très intéressante à prendre là-dedans. C'est tout un cérémoniel, je dirais. C'est tout aussi, avec la manipulation de l'objet, viennent tout un tas de gestes autour du 33 tours. On va le déplier, on va le sortir. On va sortir la pochette intérieure, il y a le macaron qui peut avoir aussi une esthétique importante, voilà, le macaron central. Il y a ce qui accompagne parfois, ce qu'on trouve parfois à l'intérieur des pochettes, notamment les paroles des chansons. Donc il y a des renseignements textuels qui se trouvent à l'intérieur. Parfois il y a des manifestes, il y a des textes manifestes qui viennent compléter ce support. Parfois vous avez aussi des posters qui sont glissés à l'intérieur des pochettes de disques. Donc finalement, c'est des ressources absolument incroyables. Alors, effectivement, la fin des années 70, début des années 80, l'usage, le disque vinyle et ses ventes stagnent un petit peu et le marché arrive un peu à saturation. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, on trouve d'autres usages de ce disque, de ces disques. D'abord, alors on est dans une période où émergent différents styles musicaux, en tout cas ils cohabitent, celui du disco dans les clubs, celui qui va devenir le hip-hop et le rap, plus spécifiquement dans les quartiers des blocs états-uniens, des grandes villes états-uniennes. Et en fait, là se passe tout un tas de renouveau des usages. D'abord, tout ce qui concerne le fait de pouvoir passer des disques en continu. Le DJ, c'est un passeur de disques, hein, qu'il les manipule ou qu'il soit installé dans son studio radiophonique, c'est le même terme. Mais voilà, les DJ des clubs vont organiser leur technicité de passage de disques de façon à avoir finalement de la musique en continu et de proposer aux gens qui viennent là danser toute la nuit. Et en particulier, le disco, c'est quand même la bande-son, la bande musicale des communautés réprouvées, hein, aux États-Unis au départ. C'est les Africains-Américains, les gays lesbiens, etc., etc., les gays lesbiennes, pardon. Donc, ce côté-ci, et de l'autre côté, le fait qu'on va utiliser, notamment dans les pratiques du hip-hop, le disque lui-même comme un instrument de musique, c'est-à-dire qu'on va le faire bouger pour faire du scratch, quoi, voilà. Donc ça, c'est une pratique extrêmement intéressante. Et puis, vous savez quoi, le vinyle a été détrôné ensuite par le CD, mais l'histoire des musiques populaires, c'est une histoire du second XXe siècle. Donc c'est une histoire de la société des masses médias, de la consommation de masse, de la production de masse. Donc l'industrie du disque, elle a un côté complètement cyclique, sauf que le CD, évidemment, depuis, il y a d'autres technologies qui ont suppléé, qui l'ont supplanté, et les musiques populaires qui se nourrissent beaucoup de nostalgie, voilà, ont ressorti l'objet vinyle.
Je dirais que c'est pas seulement une histoire de relancer de la consommation, parce que techniquement, c'est quand même des objets qui sont améliorés, mais il y a aussi l'idée de retourner à un objet plus complet, plus, comment dire, plus roboratif. Je prendrai pour illustrer ça, pour illustrer mon propos, l'exemple d'un type comme Jack White, qui est donc le fondateur du groupe les White Stripes, qui a créé son label et qui a une maison de pressage en fait pour son label et qui a relancé véritablement l'idée qu'il y a un objet complet, plus qui exige aussi, je dirais peut-être de la personne qui l'écoute, plus d'efforts que de tourner, de switcher un téléphone portable, quoi. Voilà. Donc il y a toute une effectivement, il y a sans doute une histoire de business, mais il y a aussi un amour de l'objet vinyle qui se cache derrière le retour de ce support. Et pour finir, l'histoire de la Disco Demolition Night, qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est effectivement lié à l'histoire du disco. Le disco, c'est un genre qui émerge à la fin des années 60 et qui s'épanouit dans la première moitié des années 70, essentiellement aux États-Unis, jusqu'à temps que sortent alors de façon assez souterraine, hein, parce que c'est vraiment une musique de club, donc c'est une musique nocturne, jusqu'à temps que sorte ce fameux film La fièvre du samedi soir. Donc il sort aux États-Unis en fin 77 et en France début 78. Et en fait, du coup, le film va véritablement propulser ce genre musical et lui proposer de régner un peu sur le monde, en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, le disco, c'est vraiment la bande-son des communautés réprouvées, marginalisées, stigmatisées, que sont les Africains-Américains et puis toutes les communautés homosexuelles, d'abord aux États-Unis, mais aussi ailleurs. Et en fait... voilà, la Disco Demolition Night, c'est un épisode qui est intéressant. On est en juillet 79, donc disons presque un an et demi après la sortie de Saturday Night Fever, qui a un succès mondial phénoménal. Et en fait, c'est dans un match peut-être de football américain, je dirais, à la mi-temps. En fait, c'est un disc-jockey, donc un animateur de radio, là pour le coup, qui s'appelle Steve Dahl, qui fait monter la sauce auprès de son auditoire en disant justement que c'est une musique de l'ordre c'est une musique de tapette, voilà, donc c'est une musique que lui il souhaite qu'il trouve qu'il n'apprécie pas et qui remet en cause toute une masculinité, voilà, et puis aussi la suprématie blanche quelque part sans doute, et donc il organise une mise à mort du disco. À la mi-temps, en fait, ces auditeurs sont venus, se sont rassemblés dans les tribunes avec des disques. D'ailleurs, certains ont amené des disques qui ne sont pas des disques de disco. Et puis, ils mettent tout ça dans une benne en envahissant la pelouse. Et puis, ils les font exploser. Voilà, c'est un épisode dont on documente de mieux en mieux l'histoire. Et d'ailleurs, par rapport à l'exposition que je mentionnais tout à l'heure, Disco I'm Coming Out, qui est actuellement à la Philharmonie, il y a à la fois une vidéo et une peinture, si je me souviens bien, qui évoque cet épisode de juillet 79 à Chicago. En fait, au départ, le blouson noir, c'est vraiment un vêtement de motard, en fait, qui est créé par des immigrés. C'est une fratrie d'immigrés d'Europe de l'Est qui sont installés à New York et qui vont fabriquer ces blousons, qui d'ailleurs vont faire des va-et-vient entre le monde civil et le monde militaire. Mais c'est vrai que c'est un vêtement véritablement conçu pour, protéger du vent quand on est sur la moto et protéger aussi des blessures en cas de chute. Alors l'irruption du blouson noir au cinéma, c'est L'équipé sauvage avec Marlon Brando qui raconte justement les déambulations d'une bande de motards. Ce sont des jeunes gens qui sont en rupture de banc, qui déploient une certaine violence, qui sont perçus comme menaçants, et ça va évidemment dans ces années-là planté avec quelques autres films, dont Blackbird Jungle. Alors,
Graines de violence, je crois que ça a été traduit en français. Et puis La Fureur de vivre, par exemple, avec James Dean. Donc, ce sont des films, des œuvres cinématographiques qui associent jeunesse, rébellion, avec ce signe vestimentaire qui est le blouson noir, vitesse, avec voiture, etc., etc., et dont les musiques qui accompagnent le film sont des titres de rock and roll. À tel point que quand ils sont projetés au cinéma, le public jeune qui assiste à la projection, ça se transforme en émeute. Il y a tout un tas d'articles de presse qui documentent ces épisodes, et parfois ça se finit d'ailleurs dans la rue à la sortie du cinéma. Donc voilà pour le blouson noir. Et évidemment, après, c'est un vêtement qui va devenir un marqueur des musiques populaires, associé à des valeurs de rébellion, etc., et qui va faire son chemin jusqu'aux années du punk, où en fait là il va revenir en force. Il a jamais quitté véritablement le devant de la scène, hein, mais il va être porté par tout un tas de personnalités, du Velvet Underground, de Patti Smith, etc., etc. Mais il revient sous une forme, je dirais, un peu fracassée, un peu maltraitée au moment du punk, qui, les punks prennent un plaisir manifeste à récupérer, parce que c'est une époque où on est en pleine crise économique, à récupérer des vêtements pour usagers, pour les détourner, puis les achever dans leur vie, quoi. Donc ils vont les trouer, les customiser, par l'art de ce qu'on appelle le do-it-yourself, hein, qui est devenu un processus assez connu maintenant. Et l'évolution va faire que c'est un vêtement qui va se démocratiser et avoir toujours un petit peu cette ambivalence, c'est-à-dire à la fois un accessoire de mode très chic et à la fois ce côté rébellion. Si on prend un peu plus tardivement au punk, un type comme Renaud par exemple, qui va remettre un blouson noir sur le costume du loupard. C'est aussi associé aux bandes de jeunes, à la banlieue. Voilà, c'est une filiation depuis les Apaches de Belleville à la fin du 19e siècle. Mais effectivement, il y a aussi des artistes, on va dire, qui ont une image peut-être plus lissée, comme Michael Jackson, qui vont s'emparer de ce blouson noir, et ça va les permettre de s'en sauvager un tout petit peu, quoi, disons. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au-delà des genres musicaux, finalement, c'est aussi un objet qui montre à quel point il est devenu pas aseptisé, parce qu'il conserve encore cette connotation parfois un petit peu rebelle, mais il a une histoire qui est intéressante à documenter, en fait, voilà. Sans jugement de valeur du tout, savoir si c'est un symbole de l'affadissement, de la rébellion, ou au contraire, bon, voilà. Mais il a eu cette trajectoire, et il n'est jamais sorti du paysage des musiques populaires, finalement. Le Walkman, c'est vraiment un marqueur dans l'histoire des musiques populaires. Marqueur et marqué, c'est une histoire aussi de marketing, puisque l'inventeur du Walkman, la firme Sony, a déclaré que le 1er juillet 1979, le jour de la commercialisation du tout premier Walkman Sony, était marqué d'une croix blanche sur le calendrier comme étant le jour où la musique s'est mise à marcher. Voilà. Donc c'est vrai que moi c'est un objet, pour moi, véritablement doudou de l'histoire des musiques populaires. Il y a un truc avec le Walkman qui fait que, d'ailleurs, comme vous le disiez, le cinéma et les séries télévisées s'en sont saisis de façon extrêmement forte. Parfois, je pense à un film en particulier qui s'appelle Un été 85, où en fait, voilà, on est dans les années 80. Il y a une bande son dans ce film qui est complètement ancrée dans son époque, et en fait, le Walkman est l'objet qui résume totalement les années 80 et la façon dont les jeunes vivent leur rapport intime, amicaux, amoureux à travers la musique. L'autre grand exemple et à travers l'écoute de la musique au Walkman. Il y a deux autres exemples qui viennent compléter ça dans le monde cinématographique. C'est le film La Boum, où la jeune héroïne vit ses relations amoureuses à travers la musique que lui passe son petit copain au Walkman.
dont le fameux slow inoubliable de Richard Sanderson, mon Dieu, qu'est-ce qui nous a cassé les oreilles, lui, et de l'autre, un film que j'adore qui s'appelle Les Magnétiques, qui utilise le complément Walkman et cassette pour tisser un lien entre un jeune homme qui est envoyé au service militaire et son amoureuse qui lui a laissé une cassette sur laquelle elle a compilé des titres qui lui sont spécifiquement dédiés. Donc c'est vrai que c'est un objet qui a beaucoup changé pour ceux qui l'ont utilisé, comme moi par exemple. Je ne sais pas si vous en avez utilisé des Walkman, et ça a beaucoup changé notre façon d'écouter de la musique, ne serait-ce que parce qu'enfin on pouvait se déplacer, emmener la musique par... C'est aussi pour ça que c'est un objet doudou. Subitement, on n'était plus attaché à un endroit et on n'était plus non plus obligé de subir le choix des autres. C'est-à-dire que, par exemple, quand on écoutait la musique dans la voiture, en fait, quand vous étiez ado, c'était pas vous qui conduisez, donc c'est vos parents qui mettaient la cassette ou qui mettaient la radio, donc c'est pas vous qui étiez maître du jeu. Avec le Walkman, hop, subitement, il y a moyen de s'isoler et d'être pleinement en relation avec des chansons qu'on aime ou des titres qu'on aime. Donc c'est un super objet qui a eu plein de déclinaisons, il y a eu plein de générations, plein de marques qui en ont fabriqué. Il y en a qu'on pouvait mettre, avec lesquelles on pouvait aller dans l'eau, faire du sport aussi, c'est lié très les années 80, les émissions Gym Tonic, là le Walkman, on peut le mettre sur le jogging. C'est aussi toute une imagerie de rêve autour de la Californie, ces corps bronzés et sportifs qui se trimballent sur Santa Monica Boulevard, le casque sur les oreilles. Et en même temps, c'est un objet qui véhicule déjà à l'époque des débats qu'on connaît aujourd'hui, qu'on retrouve encore aujourd'hui avec l'usage des casques intra-auriculaires. Les archives, par exemple, de la télévision, c'est complètement incroyable, quoi. Moi, le premier reportage que j'ai trouvé sur le Walkman, c'est Léon Zitrone. C'était une figure de la télévision des années 60-70. Il faisait tous les mariages princiers, voilà. Et en fait, il décrit les gens qui utilisent, les premiers utilisateurs du Walkman dans les rues de Paris, comme si c'était des extraterrestres, quoi. Grosso modo, il dit il leur manque une peau verte et puis des antennes pour être. Il y a une incompréhension. Et là, du coup, on comprend bien que c'est un objet aussi générationnel. Parce que je pense que la génération de Léon Zitrone n'imaginait pas qu'on puisse se mettre un casque sur les oreilles. Et effectivement, après, il y a tout. C'est le même genre de débat qu'on a aujourd'hui avec les téléphones portables, entre ceux qui écoutent la musique trop fort, qui les écoutent dans les transports en conduisant, etc., etc. C'est les mêmes inquiétudes. Parce qu'il y a un regard... Musique populaire et jeunesse, c'est souvent associé. Il y a un regard sur la jeunesse dans nos sociétés qui est toujours fait de défiance, d'incapacité à donner de l'autonomie, etc., etc. Donc effectivement, il y a tout un tas de reportages où on voit des gens qui sont au volant de leur Renault 5, une voiture aussi des années 80, avec leur Walkman et qui écoutent ça, quoi. Bon. Voilà. Mais effectivement, le Walkman, il fonctionne avec le casque, qui est un objet qui a connu des évolutions techniques extrêmement importantes et qui permet d'écouter de la musique avec une texture souvent très appréciable. Et il fonctionne avec la cassette, qui est un objet magique. Voilà, la cassette, pour dire les choses de façon un petit peu familière, c'est quand même un objet ultra galère qui fonctionne quand même beaucoup avec un stylo bic. Parce que on a tous passé notre temps à rembobiner les cassettes qui avaient été mangées par notre Walkman ou par notre magnéto avec notre stylo bic. Et en même temps, c'est un objet qui a sans doute, qui nous a beaucoup autonomisé dans l'écoute de la musique. Par rapport à ce qu'on disait sur le vinyle, on peut pas, ça exige de l'effort de la part de celui qui écoute. Il faut se lever. Si on veut choisir un titre, il faut se lever. On va poser le truc pas au bon endroit, ça va pas démarrer au début. La cassette, ça apporte quand même la possibilité en fait de faire ses propres montages. Voilà. Et quand on a commencé tout à l'heure à discuter sur pourquoi j'avais fait ce livre, les communautés inrecuptibles utilisent énormément les cassettes, les ont utilisées beaucoup,
Pourquoi? Parce que dans la sphère des Inrecuptibles, il y avait un magazine, mais il y avait aussi une émission de radio qui était animée par un type qui s'appelait Bernard Lenoir et qui proposait une adaptation de ce que faisait John Peel, qui était un animateur de radio anglais, qui proposait des Peel Sessions, donc il faisait jouer des groupes en live dans les studios d'une radio. Et Lenoir a adapté ça en France, il faisait des Black Sessions. Et donc les places dans le studio, on pouvait les gagner en le contactant, lui écrivant, lui téléphonant, les retirant dans des FNAC, peu importe. Mais surtout, elles étaient retransmises à la radio. Et parfois, c'était des groupes qui ne parvenaient pas à faire beaucoup de dates en France ou qui faisaient des dates que dans les grandes villes. Et quand vous habitiez au fin fond du Massif central, ben, c'était difficile de les voir. Et donc, les fans de Lenoir, les fans des Inrocks et les fans de ces groupes, parce que souvent c'est un même système, enregistraient les Black Sessions. Et en fait, aujourd'hui, dans les Black Sessions, on est dans les années, disons, 90-2010. Aujourd'hui, 15 ans après, en fait, ces gens, sur les réseaux sociaux, constituent des communautés dans lesquelles, en fait, ils échangent leurs enregistrements, ils les passent de cassettes, ils les numérisent, ils échangent entre eux pour savoir qui a le meilleur enregistrement de cette session, pour pouvoir le remettre à disposition, les échanger et mettre en partage une sorte de trésor qui au départ était enregistré sur cassette. Et c'est intéressant parce que les archives de la radio, en fait, elles sont le dépôt légal en radio, c'est les années 80, je crois que c'est 1995. Donc il y a tout un tas de les premières années des Black Sessions, en fait, elles n'ont pas été déposées, elles n'ont pas toutes été captées et conservées. Par conséquent, finalement, ce sont les fans, à travers leurs enregistrements sur cassette, qui sont les dépositaires de cette histoire-là. C'est eux qui ont les archives. Et pas forcément la BNF, par exemple, qui aurait pu les avoir en totalité. Voilà. Donc, c'est des va-et-vient aussi au niveau des sources qui sont intéressants. Quand on fait l'histoire des musiques populaires, il faut savoir s'appuyer sur des archives privées, parfois fragiles, parfois inattendues, qui se trouvent dans des collections de personnes comme vous et moi. Si on reprend les choses dans l'ordre chronologique, les premiers magazines, enfin le magazine de presse musicale a véritablement accompagné le développement des musiques populaires. Et donc, si on se limite au cas français, c'est à partir des années 60, ces fameuses années yéyé, avec le magazine notamment Salut les copains. Donc on est véritablement dans une période où la frontière entre le magazine ado et le magazine musique populaire est assez poreuse. En fait, l'autre titre de l'époque, c'est Disco Revue. Et effectivement, donc ça, c'est plutôt des magazines qui accompagnent d'une part la vague yéyé, d'autre part la vague rock and roll. C'est Disco Revue, c'est un peu plus, on va dire entre guillemets, sérieux. Mais effectivement, c'est immédiatement. Moi, j'ai été surprise en dépouillant les premiers numéros de Salut les copains de voir à quel point ce magazine, parce que quand on dit yéyé, on a l'impression que c'est quelque chose qui est pas sérieux et qui est voilà, qui est très fleur bleue, etc. Mais en fait, il y a beaucoup de sujets de société dans Salut les copains, les relations avec les parents, les relations amoureuses et Salut les copains, c'est le début des années 60, donc la guerre d'Algérie n'est pas encore terminée. Il y a la question du service militaire, il y a la question des appelés, etc., etc. Et ça, il y a notamment, je me souviens d'un reportage sur Eddie Mitchell qui va faire son service militaire pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est les tout premiers. Ensuite, effectivement, l'âge d'or, c'est plutôt les années milieu des années 60 et jusqu'aux années 80, avec deux titres qui dominent la presse française, qui sont le premier rock and folk, le second best, où ils sont assez généralistes, avec évidemment des grands noms de la critique musicale, qui ont parfois une patte très spécifique, comme Yves Adrien par exemple, voilà, qui a une. La critique là, parfois a c'est presque un genre littéraire. Et ensuite arrive donc cet âge d'or s'affaisse un petit peu, arrive dans les années, au milieu des années 80, ce que j'oserais appeler mes Inrecuptibles un petit peu, qui effectivement se dénote par une culture visuelle extrêmement différente, notamment parce que pour des raisons aussi économiques, c'est un magazine qui fonctionne essentiellement au départ sur le noir et blanc,
Et ce numéro est intéressant parce qu'il comporte ce que vous disiez, c'est-à-dire le système qui est un petit peu leur marque de fabrique de l'interview extrêmement longue, puisqu'il contient une interview de 27 pages du Velvet Underground. Alors c'est une interview qui a été remontée, collectée de façon éparse et puis ensuite assemblée. Mais voilà. Et puis quand arrive en fait le Internet à la fin des années 90 et le développement aussi d'autres genres musicaux comme le hip-hop ou comme le rap, et puis on oublie toujours, mais toutes les musiques de hard rock, de métal, etc. Eh bien, il y a une espèce de, d'atomisation du paysage de la presse musicale qui va, un petit peu comme on l'a vu pour les chaînes de télé, on va assister, Jérôme Guibert, il parle même de balkanisation, à une spécialisation en genres musicaux. Bon, aujourd'hui, en fait, le grand problème de ce secteur, c'est la crise de la presse, la difficulté à associer un support papier avec un support numérique. Et effectivement, le rôle de critique musicale, de passeur, que certains aiment beaucoup, dont Jean-Daniel Beauvalet, qui était le Monsieur Musique aux Inrecuptibles, il a été supplanté par tout un tas d'autres médias, d'autres médiations, notamment numériques, que les artistes contrôlent davantage. Que ce soit YouTube ou avant ça des supports comme MySpace par exemple, qui ont permis à des groupes comme les Arctic Monkeys par exemple d'émerger, sans passer par le biais de la presse en fait. Au départ, le fanzine, c'est une publication des fans de science-fiction, et en fait, il va connaître un espèce de revival absolument incroyable dans les années du punk. Et l'idée, c'est véritablement de faire soi-même son magazine musical, quoi. Donc, quand on est fan d'un groupe, mais on prend du papier, un crayon, des ciseaux, voilà, et on redouble d'inventivité. Donc, un fanzine, ça peut être une seule page, en fait. Et ça peut être un seul numéro. Par conséquent, ce sont des archives qui sont d'une fragilité pas possible, parce que quand vous avez une photocopieuse chez votre patron pour tirer 50 exemplaires ou 100 exemplaires de votre page recto-verso à distribuer à la sortie d'un concert, ben, si les personnes à qui vous l'avez vendu à 20 centimes ne le conservent pas, ben c'est plus une archive, quoi. Mais voilà, il faut le dire, en France, on a un lieu exceptionnel qui conserve des fanzines en quantité. Il y en a, je crois, 8000 dans leur fonds. C'est la Fanzinothèque de Poitiers, où j'étais encore il y a 3 semaines, et on y trouve des choses incroyables, incroyables. Alors bon, remonter avant les années 80, c'est compliqué, mais à partir des années 80, ils ont énormément de choses, et on voit toute l'inventivité des fans de musique. Et aujourd'hui, il y a un retour aux fanzines, parce que voilà, on peut faire des fanzines de cuisine. Voilà, on a aussi ouvert l'horizon du possible de la fabrication du fanzine. Les premiers postes de radio, on a des images, voilà, même de l'époque de la guerre, avec Radio Londres et la BBC qui diffusent les nouvelles de la résistance. C'est la taille d'un meuble qui se pose. Par ailleurs, c'est très technique à manipuler pour arriver à attraper les stations, etc., etc. Bon, après-guerre, évidemment, ce qui, encore une fois, société de consommation, production de masse, le petit appareil transistor, ça change tout en fait. Ça change tout à l'intérieur de la famille, puisqu'on n'est plus obligé d'écouter la radio ensemble, et notamment ces postes dans lesquels on met des piles, donc on peut transporter, vont migrer vers les chambres des adolescentes et adolescents qui vont l'écouter, voilà, soit entre eux, soit tout seuls dans l'espace qui est le leur, c'est-à-dire leur chambre. Donc ça, c'est une première chose. Mais une fois qu'on a l'objet qui est transportable et qui est manipulable et qui permet une écoute individuelle, à l'époque, tout n'est pas réglé, parce qu'effectivement, la radio, c'est un récepteur-émetteur, donc il faut qu'on la nourrisse avec du contenu. Et dans les années 60, au moment où émergent toutes ces nouvelles musiques électrifiées, du rock and roll, eh bien, il y a peu de programmes finalement qui les diffusent.
Et en particulier parce qu'on a toujours, c'est comme le Walkman avec l'histoire du son, on a toujours un regard, les adultes ont toujours un regard pseudo-protecteur sur les adolescents et ce avec quoi ils peuvent être en contact. Il y a une sorte de surveillance. Le rock'n'roll véhiculant des histoires de sexe, des histoires de drogue, des histoires de contact entre des adolescents qui à l'époque n'ont pas lieu d'être, c'est pas de leur âge, mais du coup les médias contrôlés par l'État aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne limitent de façon drastique les émissions à destination des jeunes qui peuvent diffuser ce genre de musique. Alors on va capter, certes difficilement, effectivement des radios privées, c'est surtout RTL qui émet donc depuis le Luxembourg, qui a des émissions qui permettent aux jeunes d'écouter un peu ces trucs-là, ces musiques-là. En France, il y a une radio privée, Europe numéro 1, puisque Salut les copains, c'est aussi une émission de radio. Puis il y a des niches, en fait, des niches. La BBC diffuse quasiment rien, mais dispose d'un live programme. Donc il y a quelques heures le week-end qui sont consacrées à cette écoute. Voilà. Donc après, évidemment, une fois que l'étau va se desserrer à la fois par des coups de butoir de radios privées, dont ces fameux radios qui émettent depuis les eaux internationales. Voilà. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est un côté un peu mythique. Et puis ça a été mis en film aussi. Donc du coup, on en a une mémoire retravaillée par le cinéma. Bon, c'est quand même des gens qui sont à la fois qui cherchent à secouer le cocotier, si on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire à permettre aux jeunes d'écouter les musiques qu'ils aiment parce que c'est le même, c'est un goût partagé avec les pirates des ondes, mais en même temps c'est aussi une entreprise commerciale de radio privée, Radio Caroline, et en fait une fois qu'ils vont cesser d'émettre, la plupart des animateurs vont passer sur la BBC. C'est le cas de John Peel, qui est sans doute un des plus grands animateurs radio anglais qui continuera sa carrière là, et d'autres avec lui d'ailleurs. Voilà. Bon, c'est un épisode rocambolesque qui dit quelque chose aussi de ces coupures générationnelles autour des musiques populaires et de leur écoute. En France, évidemment, ça va être c'est des questions qui vont plus se poser au moment de l'apparition des radios libres notamment, où on va avoir une ouverture des ondes qui va permettre la diffusion de ces musiques de façon beaucoup plus large. Alors sur les boombox, c'est des appareils qui sont très intéressants parce qu'ils sont le symbole d'une communauté, ils génèrent exactement le même type de peur et de réticence dans leurs usages dans l'espace public, c'est-à-dire que au moment où les adeptes du hip-hop se trimballent avec leurs énormes magnétos dans les rues de New York et qui se regroupent pour écouter les cassettes où ils ont capté des sets de DJ au bas des blocs, etc., etc. Il y a tout un tas d'interdictions qui fleurissent sur les murs, de rassemblements, d'usage de ces magnétophones. Et là encore, la passerelle vers le monde du cinéma est intéressante parce que le film de Spike Lee, Do the Right Thing, noue son intrigue autour de ce fameux objet, et le personnage principal, dont le surnom est Radio Raïm, va finir par périr et son appareil avec lui, en une journée de tension qui se joue entre les communautés d'origines différentes du quartier. Je crois que c'est Betsui où est implantée l'action du film. Voilà. Apple, avant l'iPod, la sortie de l'iPod, ça doit être 2001, c'est une firme qui n'a pas du tout pied dans le monde de la musique en fait, dans le monde de l'informatique oui, mais pas dans le monde de la musique. Et ce petit appareil, effectivement, il arrive à un moment assez critique de l'histoire de l'industrie musicale. Le marché du disque se casse un peu la figure avec le CD, puis ces variantes gravables. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. À une époque, on disposait en fait, le Walkman est devenu un Discman, et dans le Discman, en fait, on pouvait mettre l'équivalent d'une cassette, mais sur CD. Donc, on pouvait aussi faire des compilations, etc., etc.
On était déjà dans des problématiques entre la copie privée et la propriété des œuvres qui étaient très fortes, même au temps de la cassette, hein, d'ailleurs, ça se posait déjà. Bref, toujours est-il que, effectivement, au tournant du millénaire, avec le développement de l'informatique, il y a tout un tas de pirates du son qui s'emparent des possibilités du web pour créer ce qu'on appelle du partage peer-to-peer, et notamment le vaisseau amiral de la flotte qui était Napster. Et en fait, Apple, avec l'iPod, va non seulement proposer un appareil qui permet d'écouter une quantité tout à fait remarquable de morceaux musicaux, mais avec son logiciel compagnon iTunes, va prendre comme argument publicitaire qu'avec l'iPod et l'iTunes, on ne vole pas la musique. Donc du coup, c'est un argument un peu fallacieux parce qu'effectivement, le coût d'achat du morceau est très bas. Sauf pour les albums des Beatles, puisque Apple, la boîte des Beatles, va négocier, à cause d'un litige sur le même nom entre la firme informatique et eux, va négocier la vente des morceaux des Beatles un petit peu plus cher, à $29 au lieu de 0,99 je crois. Donc c'est pas une affaire. Mais bon. Ensuite, en fait, le problème pour arriver à se saisir de tout ça, il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, comme Sofiane Fanen, par exemple, qui travaille pour le média Les Jours, qui fait des trucs vraiment très très précis là-dessus. C'est la rapidité des évolutions, quoi. C'est-à-dire que l'iPod, le premier iPod, en fait, on a l'impression que c'est un truc fabuleux, mais au départ, c'est pas si évident que ça, parce qu'il n'est pas compatible, par exemple, avec Windows. Donc, en fait, c'est un petit peu après que les choses se déclenchent et que Apple décroche la martingale avec son appareil. Ce qui est intéressant, c'est les phases, je dirais, les générations d'iPod qui vont permettre de télécharger soit plus de musique légalement, soit de décomposer finalement les habitudes d'écoute, notamment avec le système de shuffle qui permet la lecture aléatoire et qui vient bouleverser le système de l'album composé, etc., etc., voire de la compilation que nous on choisit, parce que le shuffle c'est totalement voilà, et qui donne voilà, ça nous dit quelque chose de la façon dont notre consommation musicale et notre écoute musicale peut être dépendante ou indépendante de la technique, et toutes les illusions aussi qui se mettent en place autour de ça. Ce qui est sûr, c'est que l'industrie du disque, bien plantée dans ses certitudes, et notamment les grandes multinationales, ce qu'on appelle les majors, ont géré ça ont géré ça avec leurs pieds en fait, hein, l'arrivée à la fois du téléchargement pirate, véritablement c'est quelque chose. On voit bien, même en France, les difficultés avec les lois Hadopi, les amendes. C'est des va-et-vient, des tergiversations sempiternelles qui font que l'industrie l'industrie musicale a traversé des années de marasme et les artistes avec eux, tant et si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un marché du disque et du téléchargement qui est ce qu'il est, mais surtout avec un marché du live qui est devenu, enfin avec, c'est pas tout ça on peut dire un marché, mais avec des activités live qui sont devenues pour les artistes un moyen de survie absolument indispensable, qui fait que votre place de concert que vous payez il y a encore 10 ans 35 € pour un zénith, aujourd'hui vous en êtes à 80 € et que les places se vendent, voilà, parce que c'est une manne de compensation aux déficiences de l'industrie du disque. Donc c'est bon, ça mérite sans doute un petit peu plus de recul dans le temps pour comprendre plus finement ce qui se passe. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est aussi une espèce d'obsolescence programmée qui devient complètement affolante, parce qu'aujourd'hui, en fait, plus personne ou presque n'utilise d'iPod ni d'iPod Touch, d'ailleurs, mais tout le monde écoute la musique avec son téléphone portable. Et... Cela dit, on sait bien qu'en même temps, vous l'avez dit tout à l'heure, le marché du vinyle est plutôt en bonne forme, même si c'est pas la majorité. Aujourd'hui, la moitié en France de la musique qui s'écoute passe par le téléchargement, mais voilà, le vinyle existe encore, les CD se vendent encore. Moi, par exemple, je suis une fervente consommatrice de CD. Je veux pas refaire le chemin inverse
quand on m'a dit il faut liquider votre collection de vinyles pour tout passer en CD. Bon, moi j'ai tout passé en CD, donc maintenant je continue avec les CD. C'est très bien parce que c'est moins cher, voilà, donc c'est parfait. Et finalement, différents modes d'écoute cohabitent quand même, et du support d'enregistrement cohabite, quoi. Quand on rentre par les objets, mais c'est sans doute pas la seule entrée qui permet d'arriver à ces conclusions, ça permet de prendre un peu de distance par rapport à des discours qui sont diffusés dans l'espace public comme étant des allons de soi. Si on prend par exemple l'histoire des dangers sanitaires, on voit bien que finalement c'est une sorte de marronnier et que ou des débats sur les modalités d'écoute. Est-ce qu'on doit écouter, on doit préserver l'œuvre telle qu'elle a été conçue par l'artiste, ou est-ce qu'on peut la déstructurer, etc. Quelle est la part d'agentivité qu'on a là-dedans, nous, en tant que consommateurs de musique? C'est des débats qui sont très anciens, en fait. Et donc ça permet je dirais, de relativiser un petit peu et d'apaiser le rythme du temps, où on a parfois l'impression que finalement l'histoire de l'écoute musicale, c'est qu'une histoire technologique qui se renouvelle à toute allure, dont on n'arrive plus à maîtriser les évolutions. Voilà. Ça aide un petit peu à relativiser ça, et ça permet aussi de se retourner vers ce qui fait la sève de nos passions musicales, à savoir les richesses que recèlent ces objets au moment où ils sont créés, ou parce qu'ils transportent nos affects, nos souvenirs, nos mémoires, des formes d'histoire qu'ils contiennent aussi, que ce soit des grandes histoires, des petites histoires, des histoires individuelles, des histoires collectives, de gens connus, pas connus. Voilà, ça permet aussi d'entrer dans cette complexité-là, je trouve.